Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui servira à vous expliquer comment faire un calcul de vitesse moyenne et représenter son vecteur sur une chronophotographie par exemple. Les objectifs qui ont été détaillés dans ce chapitre sont revoir la détermination d'une vitesse moyenne par le calcul, formule et ou tableau de proportionnalité. Rappelez-vous votre cours de 6e en la matière. On regardera aussi d'autres rappels concernant la trajectoire, concernant l'évolution de la vitesse au cours du temps, et la somme des deux, si je puis dire comme ça, qui forment le mouvement. C'est-à-dire décrire un mouvement, c'est décrire la trajectoire et l'évolution de sa vitesse au cours du temps. Nous verrons aussi comment appréhender ce qu'est un vecteur, parce que vous allez le découvrir, et son intérêt dans la représentation de la vitesse. Entendu grand-mère, une bûche glacée pour vos 8 petits-enfants. Je vous prépare ça. Allô, la toque? Ici Pat le pâtissier, tu m'entends? Il me faudrait une bûche glacée pour 8 petits rats affamés. Tu peux me préparer ça, s'il te plaît? Ah non, celle-ci est pour 4. Elle mesure 7 cm. Il en faudrait une de quelle longueur pour 8 parts? 8, c'est 4 plus 4, ou 4 fois 2. Donc, si 4 parts mesurent 7 cm, 8 parts mesurent 7 cm plus 7 cm, ou 7 fois 2, 14 cm. Lorsque l'on double le nombre de parts, on double aussi la longueur de la bûche. Comme ça, le nombre de parts et la longueur sont proportionnels. Allô, oui? Grand-mère? Ah, vos petits-enfants sont avec leurs copains. Au total, ils seront 12. D'accord? Non, 40? Ah, 52? Ah oui, c'est une grande fête! Je vous prépare ça. Pas de panique, la toque, pas de panique. 12, c'est 3 fois 4. Donc, pour rester dans les mêmes proportions, il faut multiplier la longueur par le même nombre. 3 fois 7, 21 cm. Et 40, c'est 10 fois 4. Donc, 10 fois 7, 70 cm pour 40 grands rats affamés. Voyons. Pour 52, c'est 40 plus 12. Donc, pour rester dans la même proportion, la longueur doit être de 21 plus 70, soit 91 cm. Allô? Oui? C'est vous, grand-mère? Ah, ce sont les copains de vos petits-enfants. Ils veulent commander un gâteau au chocolat pour 12. Ah non, 15. Entendu, grand-mère. Je regarde s'il me reste assez de chocolat. La toque? Il faut 200 grammes de chocolat pour un gâteau de 3 personnes. 12, c'est 3 fois 4. Donc, pour garder la même proportionnalité, tu multiplies par 4 la quantité de chocolat. Ça fait 800 grammes. Tu es super, la toque. Je te laisse calculer pour 15. Oui, 15, c'est 3 fois 5. Donc, il faut 1000 grammes de chocolat. Tu veux ajouter quelque chose? Ah oui, 15, c'est aussi 3 plus 12. Donc, 200 plus 800, ça fait 1000 grammes de chocolat au total, ou 1 kg de chocolat. Oui, c'est bon, grand-mère. On a assez de chocolat pour vous faire tout ça. Merci pour votre commande. Et à bientôt. Je ne vais pas revenir sur la partie de la formule. N'oubliez pas d'apprendre la formule avec les unités. Et là, je vais vous réexpliquer comment se servir du tableau de proportionnalité pour déterminer la vitesse moyenne. Alors ici, comme vous le voyez, les valeurs mesurées n'existent pas. C'est pour rester le plus général possible. Mais je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'avoir un exemple pour pouvoir parler de manière un peu plus concrète de comment remplir un tableau de proportionnalité. Ainsi, je vous propose ces deux valeurs qui ont été mesurées, une pour la distance parcourue, l'autre pour la durée du parcours, et vous apercevez que la personne, l'objet, a parcouru 24 mètres pour une durée de 4 secondes. Alors comment faire ensuite pour nous permettre de calculer la distance parcourue non pas pour 4 secondes, mais pour 1 seconde, puisqu'une vitesse moyenne, c'est une distance que l'on parcourt en une seule unité de temps, par exemple la seconde. Donc le nombre de mètres pour 1 seconde par seconde.
Il faut donc passer de 4 secondes à une seule unité de temps, c'est-à-dire qu'on va faire une opération mathématique. Ici, cette opération va être une division, car 4 est plus grand que 1, et pour obtenir 1, il faudra diviser par 4. Ainsi, et c'est ça qui est important à comprendre, quand vous avez ici le nombre, par exemple 4, vous divisez par 4. Si vous aviez eu 18, vous auriez divisé par 18, etc. etc. L'exemple proposé passe de 4 secondes à 1 seconde, on divise donc par 4. Maintenant, qu'allons-nous faire? La flèche qui est ici va être aussi une division et va être exactement la même division que celle qui vient d'être faite en bas. On va donc diviser par 4. Cette division par 4 est la même que celle qui est faite lors du passage de 4 secondes à une seule seconde, c'est-à-dire une unité de temps. Ainsi, par ce calcul, c'est-à-dire 24 divisé par 4, nous allons obtenir 6, soit ici 6 mètres en une seule unité de temps, et on peut en déduire que la vitesse est donc de 6 mètres pour une seconde, c'est-à-dire de 6 mètres par seconde, c'est la vitesse moyenne. Comment représenter une action mécanique? On parle d'action mécanique ou de force dès qu'un objet agit sur un autre. Cela peut être la terre sur un objet qui tombe, la corde qui propulse une flèche, une aiguille qui se plante dans une feuille. Les actions mécaniques peuvent se faire à distance ou avec un contact. Quand on étudie une force, on s'aperçoit en fait qu'on peut lui donner 4 caractéristiques. Son point d'application, c'est-à-dire là où elle s'exerce, sa direction, son sens et enfin son intensité. Le point d'application dépend de la nature de la force. Soit elle s'exerce effectivement en un point qui sera donc le point d'application, soit elle s'exerce sur une surface. Dans ce cas, le point d'application sera le centre de cette surface. Si elle s'exerce à distance, ce qui est le cas pour la gravitation, pour le magnétisme et pour l'électrostatique, le point d'application est le centre de gravité, que l'on peut souvent confondre avec le centre géométrique de l'objet. Dans ce premier cas, l'action du moustique sur la peau est ponctuelle. Le point d'application est ce point. Dans ce deuxième cas, l'action de la tape sur l'objet se fait sur toute la surface de l'objet, en contact avec elle. Le point d'application est au centre de cette surface. Dans ce troisième cas, l'action de la Terre se fait à distance. Le point d'application est le centre de gravité de l'objet. La direction est la ligne que suivrait l'objet uniquement soumis à cette action. Dans le cas de la corde sur la flèche par exemple, elle peut être horizontale, verticale ou inclinée. Le sens, lui, va être vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Il reste une quatrième caractéristique, l'intensité, qui peut être plus ou moins grande. Elle s'exprime dans une unité appelée le newton. Une fois que l'on a vu ces caractéristiques, il paraît assez évident que l'on peut représenter une force par un segment fléché. Il partira du point d'application, son segment donnera la direction, sa flèche le sens, et il suffit pour montrer l'intensité de le faire plus ou moins long. On peut même être plus précis et décider d'une échelle, par exemple 1 cm pour 10 newtons. Une flèche de 5 cm indiquera alors une intensité de 50 newtons, une flèche de 10 cm une intensité de 100 newtons, etc. Voilà, c'est fini. Voici la représentation d'un vecteur. Alors, il manque sur ce schéma différents éléments, notamment les 4 caractéristiques d'un vecteur. Eh bien, la première caractéristique correspond à définir son point d'application. Le point d'application est, comme vous le voyez, opposé sur ce segment de droite à la flèche qui, elle, va indiquer son sens. Premier point donc vérifié, qui est première caractéristique du vecteur, c'est le point d'application. Deuxième caractéristique du vecteur, c'est sa direction. La direction, ou encore droite d'action, peut avoir deux sens. Peut avoir un sens de ce côté, ou bien un sens de ce côté.
Donc ce n'est pas à confondre avec une direction que l'on demanderait à quelqu'un. Quelle est la direction, par exemple, de la cantine? Et bien sûr, tout le monde pointerait le doigt vers la cantine. Et bien ici, une direction, c'est pointer les doigts dans les deux sens. Ne pas confondre donc en physique la direction et le sens qui est bien sûr marqué par cette flèche du vecteur qui permet comme ça de bien voir dans la direction, sur la direction, dans quel sens on se déplace. Et enfin, la valeur qui correspond sur un schéma, donc sur une représentation graphique comme actuellement, plus la flèche est longue, plus le vecteur aura une intensité forte, c'est-à-dire plus la valeur du vecteur sera forte. Ainsi, sur un même schéma, si on compare deux flèches, par exemple ici cette flèche bleue et puis celle que je vais tracer maintenant en un bleu un peu plus foncé, si je trace ici cette flèche d'un vecteur, on voit qu'en comparant les deux, le dernier vecteur que j'ai tracé est plus petit, donc sa valeur sera moins grande que celle du vecteur qui a été tracé en premier. Alors des vecteurs dont nous avons peut-être déjà parlé, notamment en classe de quatrième, ce sont les vecteurs vitesse. Et les vecteurs vitesse ont été déjà tracés parfois sur des trajectoires, comme on peut le voir à présent. Une trajectoire qui va en un point avoir un vecteur qui sera tangent à cette trajectoire. Ainsi, un vecteur vitesse a un point d'application, le point par exemple A3 a une direction, soit la tangente à ce point-là, et un sens, le sens de déplacement la plupart du temps, et une valeur. D'ailleurs, si on veut comparer le vecteur V3 et le vecteur V6, donc ce vecteur-là et ce vecteur-là, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas la même direction, qu'ils ont sensiblement le même sens, qu'ils n'ont pas le même point d'application, qu'ils ont une valeur aussi légèrement différente. V3 est une vitesse qui est plus petite que la vitesse V6, car sa distance sur le schéma, la longueur de ce vecteur, est plus petite pour V6 que pour V3. Le document numéro 4 est probablement le plus difficile à comprendre. Rassurez-vous, il sera repris en exercice, mais aussi en visioconférence. Dans le document 4, si vous arrivez à ouvrir le lien proposé, vous verrez apparaître cette animation, vous irez sur vecteur vitesse pour une position, et nous essaierons d'expliquer ensemble la chose qui suit. Alors, vous avez ici donc une balle qui va, comme vous le voyez, rebondir, et qui va donc, au cours du temps, avoir une trajectoire qui ici sera quelconque. Et nous nous intéresser à une position, celle du point MI. Alors, pour le point MI, on veut tracer un vecteur vitesse qui sera caractérisé par une valeur, c'est-à-dire une intensité, une valeur de la vitesse à cet instant, à cet endroit, une direction, c'est-à-dire une droite d'action, un sens et une origine. L'origine sera le point MI. Alors pour calculer la valeur de la vitesse, nous avons besoin non pas de nous intéresser à MI, mais le point juste avant et le point juste après, c'est-à-dire I-1 et I plus 1. Il faudra aussi voir qu'entre chaque passage d'un point à l'autre, il y a un intervalle de temps, toujours le même, qui est à chaque fois passé, c'est-à-dire le delta t, qui passera entre chaque position de la balle. Ainsi, pour passer de MI-1 à MI, c'est-à-dire le point du milieu, vous aurez un intervalle de temps. Pour passer du point MI à MI plus 1, un autre intervalle de temps qui seront exactement les mêmes. Cet intervalle de temps vaut 80 millisecondes, peu importe pour l'instant la valeur. L'important est de comprendre qu'il y aura donc, pour passer de MI-1 à MI plus 1, deux intervalles de temps qui auront passé. Alors, pour calculer la valeur de la vitesse, on vient de le dire qu'on a besoin de savoir qu'il y a deux intervalles de temps. Certes, mais nous aurons aussi besoin de savoir quoi? Qu'il y a une distance qui sépare les points MI-1, MI plus 1, les points avant
et après celui qui nous intéresse, le point qui nous intéresse est là, eh bien il y a un point avant, un point après, et on va mesurer cette distance sur le schéma, l'écran. Alors il faudra faire attention à l'échelle. Rassurez-vous, ici dans l'exemple, on ne s'intéresse pas à l'échelle, c'est uniquement pour discuter, et lorsqu'on fera un exercice, il faudra faire attention éventuellement à l'échelle. Une fois qu'on a donc récolté la mesure de la distance, la mesure globale du temps passé entre le point avant et le point après, c'est-à-dire deux intervalles de temps, deux intervalles de 80 millisecondes dans le document présenté, eh bien nous allons pouvoir calculer la vitesse ici au point MI. Et cette vitesse, eh bien comme dans le cours, on va utiliser une formule, ce sera la distance parcourue sur la durée parcourue. C'est-à-dire d, la distance parcourue, divisée par la durée parcourue. Delta t et t seront donc les mêmes choses. Le delta t sera noté plutôt au lycée. Nous, on se résumera à noter t, où t sera 2 fois l'intervalle de temps qui sépare le point avant du point après le point qui nous intéresse. La longueur du vecteur vitesse. Il faut choisir une échelle, je vous passe sur les détails, on y reviendra dans un exercice, vous pouvez mettre sur pause et lire les commentaires donnés par l'application. Direction du vecteur vitesse, alors ça c'est intéressant. La direction c'est une droite, c'est-à-dire qu'on peut aller dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire on peut aller dans ce sens-là ou ce sens-là. Naturellement, le mouvement de la balle va comme ceci, donc on se doute que le sens à privilégier sera celui-ci. Mais avant le sens, il y a la droite. Eh bien la droite d'action, elle passe par le point qui nous intéresse et elle est tangente à la trajectoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire tangent à la trajectoire? Ça veut dire que vous prenez votre règle, vous positionnez la règle sur le point qui nous intéresse, le point MI, et vous essayez de passer par ce point tout en longeant la courbe, en la touchant à peine, en l'effleurant, juste en ce point MI. Maintenant, le sens du vecteur vitesse, alors comme on a vu, la trajectoire est ainsi faite que la balle se déplace dans ce sens sur la trajectoire, et donc on privilégie sur cette direction ce sens-là. L'origine, comme on l'a dit tout au début, c'est le point que l'on étudie. Enfin, on trace le vecteur, donc on a la droite d'action, c'est-à-dire la direction, on a le sens, qui est représenté par cette flèche-là, on a le point d'origine, et il ne reste plus qu'à positionner la valeur, ça a été fait tout à l'heure grâce à l'échelle, et donc on aura une flèche qui partira du point d'origine pour arriver à s'arrêter à la distance choisie par rapport à l'échelle de représentation du graphique. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous faire découvrir ce qu'est une chronophotographie. Alors derrière ce nom un peu barbare se cache une technique qui est en fait très simple. En effet, une chronophotographie est une technique qui permet d'étudier des mouvements en le décomposant en plusieurs images. Pour réaliser une chronophotographie, il suffit de photographier avec un appareil fixe à un intervalle de temps régulier un objet en mouvement. Par exemple, un appareil photo prend une photographie toutes les secondes ou toutes les 0,1 secondes d'un ballon. Sur la première photo, l'objet est ici. Son mouvement débute, il se trouve ici sur la deuxième photo. Etc. etc. On continue jusqu'à ce qu'on souhaite arrêter la prise de photographie. En superposant l'ensemble des photographies, on obtient la chronophotographie. Alors, quelles informations peut-on tirer d'une chronophotographie? On peut extraire deux informations sur le mouvement d'une chronophotographie. Tout d'abord, on peut étudier la trajectoire de l'objet. Pour rappel, la trajectoire d'un objet est l'ensemble des positions occupées par l'objet au cours de son mouvement. Sur une chronophotographie, il suffit de relier les différentes positions de l'objet pour obtenir sa trajectoire. Si la trajectoire obtenue est une droite, on a alors un mouvement rectiligne. Si la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, le mouvement est circulaire. Enfin, si la trajectoire est une courbe, donc ni une droite, ni un cercle, ni un arc de cercle, le mouvement est
curviligne. La deuxième information que l'on peut retirer d'une chronophotographie est l'évolution de la vitesse. Si la distance entre chaque position de l'objet sur la chronophotographie est constante, cela signifie que la vitesse est constante elle aussi. Le mouvement est donc uniforme. Si la distance entre chaque position augmente, cela signifie que la vitesse augmente, le mouvement est dit accéléré. Enfin, si l'espacement diminue, la vitesse diminue et le mouvement est ralenti ou décéléré. Pour caractériser complètement un mouvement, il faudra donc préciser sa trajectoire et l'évolution de la vitesse. Voici un exemple. On veut caractériser entièrement ce mouvement. On peut voir que la trajectoire est une droite. Le mouvement est donc rectiligne. On peut voir que la distance entre chaque position de l'objet est la même. Cela signifie que la vitesse est constante, elle ne varie pas. Le mouvement est donc uniforme. On dira donc, pour caractériser complètement ce mouvement, que le mouvement est rectiligne et uniforme. C'est tout pour cette vidéo. Entraînez-vous maintenant à exploiter différentes chronophotographies pour étudier des mouvements. Alors, le document 6, c'est un exercice d'application des informations données dans la vidéo précédente, celle du document numéro 5, et de la fiche de mémorisation du cours. Fiche de mémorisation du cours qui, pour une partie, sont des rappels du programme de 6e. Étudions cette première photo. Alors, quel est l'objet étudié? L'objet étudié, ici, comme vous le voyez, c'est une balle de pétanque, une boule de pétanque, devrais-je dire. Cette boule de pétanque, au cours du temps, suit une drôle de trajectoire, une trajectoire qui n'est pas apparentée ni à un cercle, ni à une droite. C'est donc une trajectoire curviligne, c'est-à-dire une trajectoire quelconque. L'évolution de la vitesse ici est très difficile parce que la photo a une perspective, elle n'est pas toujours vue de haut par exemple, dans un seul plan, donc du coup elle s'éloigne, on n'arrive pas à bien déterminer les variations de distance entre les boules de pétanque, comme je le représente là en ce moment, enfin comme je peux le représenter à l'écran, et on s'aperçoit qu'on ne peut pas donc définir clairement les évolutions de la vitesse, c'est difficile à dire, donc dans le doute on ne dit rien. Le mouvement, qui, je vous le rappelle, est l'association de deux choses, alors c'est très important de s'en souvenir. D'abord, on cite la trajectoire, puis après l'évolution de la vitesse, mais attention, on modifie le vocabulaire qu'on trouvera ici en l'adaptant au mouvement, c'est-à-dire qu'il y aura 3 termes à connaître par cœur, je vous laisse regarder dans votre fiche de mémorisation. Et donc ici, le mouvement sera juste curviligne quelconque, on ne peut rien dire sur l'évolution de la vitesse, alors que normalement, il doit y avoir deux composantes, la composante de la trajectoire et la composante de l'évolution de la vitesse. Dans ce document, il ne s'agit pas d'étudier le fer de golf, mais plutôt d'étudier ce qui se passe ici pour la balle de golf qui a été tapée. Et cette balle de golf sera donc l'objet étudié. La trajectoire, comme vous le pouvez voir à l'écran, de cette balle est une trajectoire qui suit une droite. On dit que sa trajectoire est rectiligne. L'évolution de la vitesse, alors il est intéressant ici de regarder l'espace qui sépare deux positions consécutives de la balle, grosso modo, c'est-à-dire à peu près, les distances D1 et D2 à l'écran sont les mêmes. Si elles sont les mêmes, la vitesse ne varie pas au cours du temps, on dit qu'elle est constante. Alors, je vous rappelle maintenant que pour déterminer le mouvement, il faut impérativement utiliser la trajectoire, puis l'évolution de la vitesse, tout en modifiant ici le vocabulaire de façon à l'adapter au mouvement. Ainsi, nous aurons un mouvement rectiligne à partir de ce terme qui vient donc là, et ici, mouvement rectiligne uniforme pour signifier que la vitesse reste constante au cours du temps. Dernier document ici, nous avons donc un document qui, comme vous le voyez, étudie une balle de ping-pong. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on étudie globalement la trajectoire, ici vous apercevez que c'est une trajectoire parabolique. En fait, nous n'avons pas ce vocabulaire au collège, donc on dira que c'est une trajectoire curviligne, c'est une trajectoire quelconque. Et on pourrait très bien aussi essayer d'étudier ici avec là, on va dire, une phase 1 du mouvement,
phase 1. Alors vous m'excuserez, à la souris, c'est pas facile d'écrire correctement. Ça donne des trucs un peu bizarres. Phase 2. Eh bien, nous avons ici, pour la phase 1, une vitesse qui va diminuer. Alors pourquoi cette vitesse diminue-t-elle? Eh bien parce que l'espace entre les positions successives de la balle de ping-pong dans cette chronophotographie va diminuer au cours du temps. Donc ici, D1 sera plus petit que D2. Si D1 est plus petit que D2 au cours du temps, alors que la balle va de gauche vers la droite, eh bien la vitesse diminue au cours du temps. Vous aurez compris aisément, en faisant le même type de raisonnement pour la phase numéro 2, que la vitesse augmente au cours du temps. Alors je vous rappelle encore que le mouvement, puisque c'est la réponse qui nous intéresse ici, vient de la somme des réponses de la trajectoire et de l'évolution de la vitesse, avec une modification du vocabulaire pour diminuer et augmenter, et vous allez voir ce que ça peut donner. Pour la phase numéro 1, la trajectoire est toujours curviligne, mais on dit que la vitesse diminue en cours du temps, on dit que le mouvement est curviligne ralenti. Pour la phase numéro 2, le mouvement est toujours curviligne, puisque la trajectoire est curviligne, mais cette fois-ci, la vitesse qui augmente au cours du temps, on dit que le mouvement est curviligne accéléré.